bien, bonjour, nous allons démarrer avec un petit peu d'avance et peut-être qu'on pourra finir avec un petit peu de retard et donc avoir le plaisir d'écouter nos charmants intervenants pendant plus d'une heure. Je m'appelle Cyrus Parangui, je vais donc modérer et animer cette table ronde sur la mobilité longue distance à laquelle nous accueillons Béatrice Jarry, chef de projet mobilité longue distance au Shift Project. Yann Briand, chercheur climat et transport à l'IFRI. Puis Grégoire Carpentier, coordinateur du rapport Pouvoir voler en 2050 et qui travaille à Super Héros des Cargos. Vous êtes applaudis avant même d'avoir commencé à parler, c'est exceptionnel, on n'a pas encore vu ça. Un tel engouement. Voilà. Donc vous allez peut-être nous parler de l'avion c'est pas bien, tout ça, prendre sa voiture c'est mal, comme si on n'avait pas déjà eu une salle où les gens culpabilisaient suffisamment et pas de mal à convaincre leur entourage. Non, ça va être plus constructif que ça. On va démarrer avec d'abord une introduction de Béatrice qui va planter le décor sur les enjeux et la démarche du PTEF. Puis on fera la table ronde avec nos trois intervenants. Béatrice, je te laisse démarrer. Merci Cyrus. Alors, petit point sur le secteur de la mobilité longue distance, qui en est au stade de rapport intermédiaire, pas encore officiel et publié sur le site du Shift. Il est encore un peu en correction. Périmètre et objectif de notre exercice. Donc, notre exercice, on a une double contrainte carbone, puisqu'on a, comme l'ensemble des secteurs du PTEF, l'objectif de réduire de 5% par an, soit de 80% en 30 ans, et donc diviser par 5 nos émissions. Comme tous les secteurs, on s'est donné ça en première approche. On verra après où on en est, si on peut dire. Si certains secteurs ne sont pas dans les clous, on verra comment on adapte l'ensemble. Et puis, on suit aussi l'énergie, parce que l'énergie n'est pas disponible indéfiniment. Et ça, c'est aussi pour prévenir le discours ambiant qui dit décarboner la mobilité, c'est passer toutes les voitures à l'électrique. Ça suffit peut-être pas, parce que consommer beaucoup d'électricité, ça peut aussi poser des problèmes. Donc on garde en même temps un œil sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la quantité d'énergie consommée par le secteur. On a une notion d'urgence au sens où on souhaite avoir des premiers résultats dès 2027, donc il faut essayer de se mettre en route assez vite. Et puis, résilience de notre scénario, on aimerait bien que le secteur, à l'issue de la transformation, soit plus résilient qu'aujourd'hui. Le périmètre de la longue distance, donc, on se réfère à une notion qui existe en statistique publique. Donc, les enquêtes publiques qui sont réalisées tous les 10 ans sont sur la notion de distance à plus de 80 km à vol d'oiseau du domicile. Voilà, donc un voyage à longue distance, c'est un aller plus un retour. Il ne faut pas s'emmêler les pinceaux, si je puis dire, entre la notion de voyage aller plus retour ou de trajet. De temps en temps, on multiplie par 2 pour avoir des nombres de trajets. Donc on a des motifs professionnels et des motifs personnels à l'intérieur de ce périmètre, avec à l'intérieur des motifs personnels la notion de vacances, on va y revenir, qui est très importante, et celle de toutes sortes de déplacements, beaucoup de visites aux parents et amis. Je passe à la page suivante, ça va être plus parlant. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, sachant qu'on a eu la surprise, si on peut dire, c'était attendu pour le mois de septembre, mais d'avoir les chiffres de l'ENTD, non plus l'ENTD, elle s'appelle EMP maintenant, enquête sur la mobilité des personnes, 2018-2019. Tous les chiffres ne sont pas encore publiés, mais ça commence à sortir. Et ça va nous inciter à recaler un petit peu nos bases de données. Et pour l'instant, on était parti des motifs de déplacement issus de l'ENTD de 2008. Donc, les graphiques que vous voyez, c'est sur des données qui ont 10 ans. Vous voyez sur le camembert, c'est un peu flou, hein, mais bon, je m'excuse du caractère un peu flou des caractères. Là. Vous avez les visites parents et visites amis, vacances,
donc hors résidence secondaire, en résidence secondaire, toute une catégorie loisirs avec des quantités de motifs différents, des motifs professionnels qui représentent 19%, et ça, a priori, c'est stable. 10 ans après 2008, on a toujours 19%. Par contre, ce qui progresse, d'après les premiers chiffres de la nouvelle enquête qu'on a eue, c'est le motif de vacances qui gagne 3 points aux dépens des visites, parents, amis, qui diminue un peu. Bon, mais ça ne devra pas changer énormément la phase de nos analyses. Vous voyez sur le graphique qui est à côté que le motif vacances progresse énormément avec la classe de distance. En fait, il représente en moyenne 15%, mais c'est 42% des déplacements quand on va à 1500 km ou plus de son domicile. Alors, la mobilité et son impact carbone. Alors d'abord, la mobilité, encore un peu d'éléments descriptifs. Vous avez sur le graphique, sur la droite, là, qui est intéressant, vous avez à la fois les classes de distance des déplacements et la part des modes de transport. Donc moi j'ai mis 2 trucs qui m'ont frappé en découvrant ce graphique lundi. Hein. C'est un graphique qui vient de sortir. Vous avez d'abord une baisse du train qui est assez spectaculaire, qui est divisée par 2 sur la classe de distance 100 à 200 km du domicile. Et puis une très forte progression de l'avion à l'autre bout, sur les déplacements très longs, avec plus 86% pour les voyages en avion. Donc honnêtement, moi je n'attendais pas forcément à ce qu'il y ait des évolutions aussi fortes en 10 ans. Le camembert à côté vous indique juste que les autres modes, donc le camping-car, le bateau, sont mineurs, on va dire. Hein. Et du coup, on s'est permis dans nos analyses de ne pas en tenir compte. Est-ce que là, celui-là marche. Merci. Ça va mieux? Ouais. Bon, on va pas être trop long sur tout ça. Mais... Du coup, situation de base. Situation actuelle. Les trafics. Alors là, on est passé des voyages aux voyageurs kilomètres. Il y a d'autres sources de données derrière. Donc, pour l'instant, passer dessus. Et bien, vous avez les modes de transport principaux, y compris l'autocar. On appuie à la voiture sur le mode routier. Un calcul de consommation d'énergie de ces différents modes et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a fait ça avec un certain nombre de coefficients issus des bases ADEME. Et vous voyez donc que, en termes de trafic, avions et voitures font à peu près jeu égal. Le train plus petit. Et puis surtout, quand on passe en énergie et après en émissions, le train quasi disparaît puisqu'il est beaucoup plus efficace en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire parce qu'on nous dit beaucoup le train, c'est efficace, c'est bien parce qu'il fonctionne à l'énergie électrique et qu'en France, l'énergie électrique n'est pas carbonée. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une efficacité propre à ce mode de transport due au faible frottement. Du coup, on a déjà un avantage qui se manifeste assez clairement en termes de consommation d'énergie par voyageur kilomètre. Et l'avantage est accru dans le dernier dessin sur les émissions parce que c'est de l'énergie électrique peu carbonée. Voilà. Comment on a fait pour se projeter à long terme objectif transformation, décarbonation du secteur. Bon, ça, c'est des éléments un petit peu techniques. On a modélisé la situation actuelle, donc on s'est construit une matrice et on se base sur des données, différentes sources de données, dont le bilan annuel des transports, des données Eurostat pour l'avion, des données de l'ART pour le train.
Et les enquêtes nous servent essentiellement à découper ces données de transport en motifs. Parce qu'on souhaitait vraiment pouvoir avoir une réflexion assez approfondie sur les motifs de déplacement. Voilà, on avait produit une première analyse V0 l'été 2020 du PTEF, et on a repris l'exercice en 2021, en fait, avec l'idée qu'il fallait qu'on aille plus loin sur l'analyse des motifs de déplacement et voir si on arrive à raconter l'histoire, à comprendre comment les choses peuvent se passer, comment les déplacements peuvent se transformer et comment on peut introduire de la sobriété et du report modal. Bon, ça, je ne sais pas si je vous donne des chiffres là-dessus, ça va peut-être être un peu... Bon, c'est quand même un ou deux. Donc, la sobriété, par exemple, sur les voyages aériens, on a proposé que sur le long courrier, la très longue distance, une partie des voyages se fasse moins souvent. L'idée, c'est que les gens voyagent moins souvent et passent plus de temps sur place. Donc, en termes d'application numérique, on a considéré que 30% des déplacements à très longue distance pour motif vacances, c'est là que notre histoire de motif vacances ou motif professionnel ou autre motif loisir va intervenir, que 30% des déplacements à très longue distance pour motif vacances se font 2 fois moins souvent. Comme ces motifs vacances représentent 2 tiers des déplacements très long courrier aérien, ça veut dire qu'on a 10% de trafic en moins sur ce segment. Report de l'avion vers le train, on a fait des hypothèses aussi. On a considéré que là où il y avait une alternative ferroviaire en moins de 4h30, on enlevait les trafics aériens. On a aussi pris des hypothèses sur des destinations plus lointaines mais qui deviendraient accessibles, en particulier en train de nuit à l'échelle de l'Europe. Report de la voiture vers le train, on s'est appuyé sur les zonages de l'INSEE, zones en mobilité urbaine, pour considérer des parts de marché contrastées, suivant qu'on est dans un grand pôle urbain ou qu'on est dans une zone plus rurale. On sent que ça ne va pas être aussi simple d'aller à une gare pour prendre le train. Donc on a pris des hypothèses de parts de marché du train, contrastées suivant cette grille de lecture. Et enfin, on a tout un volet progrès technique et des usages pour lequel on s'appuie pas mal sur d'autres analyses qui sont en cours ou terminées dans le PTEF. Nos amis de l'industrie automobile qui tiennent leur table ronde aussi en même temps, je crois, nous donnent des hypothèses sur la voiture. Et puis, on a des hypothèses sur l'aérien. Grégoire nous en parlera un peu tout à l'heure, qui sont issus du rapport Pouvoir voler en 2050, produit par les Supaéro des Cargos, qui est sorti, co-signé Shift Project et Supaéro des Cargos en début d'année. Et tout ça mis ensemble, on regarde où on arrive. Est-ce qu'on est dans les clous? Alors, a priori, objectif atteint, puisqu'on voulait donc 80% de baisse, c'est un peu un coup de chance, parce qu'on n'a pas eu beaucoup à itérer, on est même allé directement à quelque chose qui répond à la demande qui nous est exprimée. Donc on passe donc de quasiment 41 millions de tonnes de CO2 équivalent en année de base, en 2020 égale 2019 en fait, parce que 2020 n'a pas de sens, et 8,4 à horizon 2050. Donc vous voyez sur le graphique l'impact des différents leviers. La croissance démographique nous fait monter un peu. Ensuite, suppression des voyages aériens, relocalisation de... Ah oui, j'ai pas dit aussi que pour l'avion, il y avait une partie de relocalisation et de report de train, c'est-à-dire qu'on change à la fois la destination et le mode de transport. Parce que de fait, ça va se passer comme ça sur les destinations vacances. On est libre du choix de sa destination et c'est bien un mix destination et mode de transport qu'on choisit d'un seul tenant. Donc s'il y a des offres de transport, de train en l'occurrence séduisantes, il y a un certain nombre de déplacements qui se reportent vers le train et qui font moins de kilomètres qu'à l'origine. Donc vous avez les reports vers le train,
de la voiture aussi. Et en gros, les deux paquets bleus qui sont les reports de l'avion et du train, ça vous fait un impact carbone équivalent au plus grand rectangle qui est celui de l'électrification de la voiture. Donc en gros, on a à peu près le même impact sur notre facture carbone, des leviers dus au changement de comportement et des leviers technologiques, si on veut les considérer comme ça, tout ce qui est la deuxième partie du graphique, qui est plus dans la technique, les améliorations de chacun des modes par rapport à lui-même. Trafic, énergie, émissions, donc après la transformation, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le train qui triple, c'est facile à mémoriser, hein, c'est x3, on passe de 68 milliards de VK à un peu plus de 200. La voiture et l'avion diminuent. Au total, on est exactement stationnaire par rapport à la situation origine 2020, donc ça veut dire que les hypothèses de sobriété ont exactement compensé l'impact démographique qui était joué un peu en faveur de l'expansion des besoins de déplacement. Le 48 TWh en 2050, donc c'est toujours le même calcul, la même déclinaison. On a le même coefficient que pour l'année de base. On n'a pas de changement en particulier sur la nature de l'électricité consommée. Mais ça, on verra en fin de bouclage PTEF comment ça se passe et s'il faut changer. Et pour l'avion, donc l'avion sur la courte distance, il est à électrique et à hydrogène. Et sur la longue distance, il est toujours dans ce graphique-là au kérosène. La voiture, elle est à 100% électrique. Ce qui fait que vous voyez, en termes d'émissions, elle disparaît quasiment à horizon 2050. Alors là-dessus, on a essayé, bon, peut-être parce que moi je suis un peu quelqu'un du ferroviaire, on va dire de mettre un peu de chair sur ce que c'est que le train et comment on imagine les dessertes du train qui permettent d'acheminer tous ces voyageurs. Donc ça veut dire que, bien sûr, quand on dit on veut mettre plus de monde dans les trains, on commence par mieux les remplir, on les fait davantage circuler, donc il y a des hypothèses de certaines productivités derrière 2050. On en achète davantage aussi, et puis quand ça ne tient plus, il faut accroître la capacité des infrastructures. Donc on a imaginé un développement de la grande vitesse, et puis encore plus fort du train classique, qu'il faut dire part d'assez bas. Donc c'est légitime de le développer assez fortement. Ouais. Donc, parc de matériel roulant nécessaire, ça veut dire que si on prend ces hypothèses, qui sont des hypothèses, hein, mais bon, m'intéresse quand même de les poser, d'essayer de dérouler jusqu'au bout l'exercice, y compris dans la dimension financière. Pour l'instant, on ne nous est pas demandé, mais je pense que ça viendra. Donc, du coup, voilà, en termes de RAM à acheter, aujourd'hui on a 380 TGV, par exemple, vous voyez, il en faudrait 660 à peu près si on voulait faire les desserts qu'on propose. Et puis, donc, train classique, il faut augmenter aussi, et train de nuit qui est quasiment à zéro aujourd'hui. On a pris des hypothèses donc, qui ressemblent un petit peu à ce que fait Oui au train de nuit, si vous connaissez cette association. On a pris des hypothèses de dessert dont on a discuté avec un certain nombre d'acteurs. Dernière slide là, les emplois de la mobilité longue distance. Donc ça c'est issu du partage avec nos amis qui travaillent sur le secteur emploi. On a supposé que les effectifs des transporteurs ferroviaires augmentaient comme le volume de train kilomètre, et donc ça fait 37 000 personnes en plus à recruter. Et puis, dans l'aérien, ça serait un nombre équivalent d'emplois
qui seraient à supprimer. Il reste à traiter l'industrie ferroviaire. Donc il y a 21 000 emplois et puis on peut supposer, en première approche en tout cas, que ces emplois évolueraient comme le volume de parc que je vous ai présenté sur la page d'avant. Et c'est également l'industrie aéronautique. Voilà, donc c'est tout. Et juste, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous mets les noms de la petite équipe du Shift qui a travaillé là-dessus. On va faire un petit tour de parole avec nos intervenants, donc Grégoire, Yann et Béatrice, que j'invite à répondre pêle-mêle aux questions suivantes, celles qui les inspirent. Quel équilibre entre progrès technologique et sobriété? Quid de la demande comme variable d'ajustement? À quelles conditions peut-on réduire le déplacement longue distance et ou favoriser le report modal vers le rail? Et le rôle de l'État dans tout ça? Peut-être si je commence. Bonjour à tous. Alors, il y a effectivement pêle-mêle. Moi, j'aurais envie d'insister en regardant ce qui a été présenté juste avant. L'équilibre, en tout cas, peut-être sur l'historique de comment on a regardé la décarbonation des transports auparavant. Auparavant, on avait une approche qui était, déjà des ingénieurs comme nous, très ingénieurs de transport, avec la vision de se dire c'est l'offre, c'est finalement ce qu'on va mettre en place, les infrastructures, les solutions technologiques, et puis derrière, la demande, finalement, on s'en soucie pas. On ne va pas trop questionner ce qui va se passer, puis on va regarder, d'ailleurs dans les projections, souvent, c'est comme ça que c'était fait, finalement, on projetait vis-à-vis du passé. Ce que je trouve intéressant à noter dans les travaux qui ont été faits là, et qui, justement, font le lien avec cette question de pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe à côté de la demande, c'est ce que tu as montré avec les motifs, par exemple. D'arriver à comprendre, finalement, pourquoi les gens se déplacent et quels sont les motifs qui font qu'ils se déplacent, nous permet justement de penser derrière les conditions, là je fais le lien avec la troisième question, les conditions auxquelles serait réalisable par exemple un report modal. Et donc d'arriver à changer, et vous avez peut-être remarqué depuis maintenant, moi en tout cas j'ai remarqué depuis je dirais une dizaine d'années, on parle de plus en plus de mobilité. Avant on parlait du secteur du transport, de la décarbonation du transport. On parle de plus en plus de décarbonation des mobilités. Et finalement, c'est important à noter parce que c'est un changement sémantique qui n'est pas anodin et qui justement met la focale sur cette question de pourquoi on se déplace, de se poser ces questions-là d'abord, avant finalement de proposer des solutions technologiques pour décarboner notre environnement. Et donc, je veux insister sur ce point-là parce que je pense que c'est important et je pense que dans le travail que vous avez fait, c'est aussi reflété à travers ton introduction, en essayant de comprendre bien au niveau des motifs et au niveau de la demande ce qui se passe. Peut-être un autre mot pour faire le lien avec ça, c'est les contraintes. On n'en a pas trop parlé, peut-être pour discuter ensuite des conditions de report et de regarder sur la longue distance. Nous, ce qu'on a pu comprendre, analyser aussi dans nos travaux, c'est que finalement, un des enjeux aussi sur la longue distance, c'est donc on parle souvent de budget de temps, du temps que les personnes vont avoir pour se déplacer, de budget bien entendu économique également. Et on a pu se rendre compte que la sensibilité, alors certains connaissent peut-être les théories donc, de budget de temps, du fait qu'un individu aurait une sorte de temps moyen qui passe dans les transports par jour, on peut le faire par an, et qu'en fait ce serait une forme de contrainte un peu naturelle. Ça reste à... Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait une sorte de contrainte de temps qui s'appliquait. Ce qui est intéressant, c'est que pour la mobilité longue distance, finalement, ça va être, dans un premier temps, la contrainte budgétaire qui va peser. On se rend bien compte d'ailleurs que ceux qui vont se permettre, en général, d'avoir accès, on l'a bien vu, c'est à peu près 80%, je crois, le loisir. En grosse maille, 80% des motifs, c'est pour le loisir, 20% c'est pour le travail. 80% les loisirs. On sait très bien que les loisirs, déjà, avoir le loisir et le luxe de, effectivement, pouvoir se permettre cette mobilité longue distance, c'est aussi une question économique. Et donc, d'arriver à bien comprendre derrière ces déterminants, ça nous permet de bien penser des solutions qui sont pas que des solutions technologiques, mais également des solutions
finalement comportementales, j'allais dire même de conditions sociales et économiques à mettre en œuvre pour permettre d'activer tous les leviers. Et voilà, je termine juste là-dessus, mais je trouve ça intéressant parce que je vois que vous avez bien essayé de traiter l'ensemble des leviers. Et je pense que c'est important de souligner vis-à-vis de tout ça. Merci. Effectivement, pour revenir sur l'État, avant de poursuivre la parole, sans donner l'avis de super-héros, mais aussi je suis pas ça, le potentiel des nombreuses technologies alternatives de carburant dont on entend parler, donc les carburants de synthèse, l'ammoniac énergie, l'avion à hydrogène, l'avion électrique, tout ça, sans forcément faire un tour complet, mais qu'est-ce qu'on peut en espérer raisonnablement? Alors, du coup, je ne sais plus à quelle question je dois répondre. Je vais juste commencer par dire que, donc déjà, je suis très heureux d'être ici. Deux, je ne représente pas Super-Héros, qui est une honorable école, mais je représente un collectif qui s'appelle Super-Héros des Cargos. Et ce sont bien deux voies différentes. Alors, peut-être je vais répondre à la question sobriété versus technologie, et puis du coup, on fera un petit point sur l'énergie. Nous, ce qui nous a paru intéressant dans l'approche qu'on a choisie, c'est de voir comment ces deux termes, plutôt que de les opposer, on peut les concilier. Donc, on a opté pour une approche raisonnement physique du problème, du problème de la décarbonisation du transport aérien, en se disant que si on voulait rester dans les clous de l'objectif de l'accord de Paris, il fallait qu'on se donne un budget carbone pour le secteur aérien. On pourra discuter sur la façon dont on définit. Il y a des débats à ce sujet-là, mais on tenait à aborder les choses de cette manière. Et en fait, ce qui est intéressant quand on pose le problème sous l'angle d'un budget carbone, c'est qu'on peut interpréter ce budget comme finalement à la fois le coût de l'usage pendant la décarbonation et le coût de la transformation. C'est la somme des deux. Le coût de la transformation, parce que si par exemple vous voulez développer de nouvelles infrastructures pour vous décarboner, par exemple des infrastructures, des infrastructures ferroviaires, eh bien, ça a un coût carbone, ce développement d'infrastructures. Si vous voulez développer de nouvelles énergies, leur mise en route a potentiellement un coût carbone. On pourrait imaginer par exemple que la mise en route d'une filière hydrogène verte passe par le développement d'une filière bleue, voire d'une filière grise à grande échelle qui aurait du coup un certain coût carbone. Donc, si vous voulez, il y a le coût d'usage, le coût de la transformation. Et l'intérêt de penser de la sobriété dans ce prisme-là, c'est de se dire que finalement, tout le temps que vous utilisez le le service actuel carboné pendant que vous ne le décarbonez pas, vous consommez du budget. Donc une façon finalement de laisser de la place à des énergies qui vont, des modes de transport moins carbonés qui pourraient arriver dans le futur, c'est aussi de se restreindre à court terme. Et le budget permet de se dire, de faire un arbitrage court terme, long terme, en disant que si on voyage un petit peu moins aujourd'hui, on pourra peut-être continuer un peu plus à pouvoir voler en 2050, tout le type du rapport. Alors, voilà. Donc, alors, pour répondre juste très vite à la question de l'énergie, vous savez qu'il y a deux façons, il y a deux vecteurs énergétiques qui sont envisagés pour décarboner le transport aérien, il y a l'hydrogène et les carburants alternatifs. L'hydrogène se pose la question de sa production. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de sources qui sont majoritairement carbonées. Donc, ça veut dire qu'il faut passer vers une production qui soit décarbonée. Donc, il y a deux façons de le faire, soit par électrolyse. On a fait l'ordre de grandeur, c'est qu'il faudrait doubler, si on le faisait avec des éoliennes, par exemple, il faudrait multiplier par 8 le parc éolien mondial actuel. Soit on le fait par la capture de carbone qui n'est toujours pas passée à l'échelle industrielle. Il y a un premier enjeu là-dessus. Le deuxième enjeu, c'est les biocarburants, ou plutôt les biocarburants, il y a un problème de concurrence avec les matières premières sur les usages alimentaires qui fait que l'aviation s'est donné comme objectif de prendre des carburants de deuxième génération. Le problème, c'est que produire des carburants de deuxième génération aujourd'hui, ça se fait à partir d'huile, essentiellement d'huile usagée qui ont la mauvaise idée d'être à la fois extrêmement dispersée et pas disponible en quantité suffisante. Voilà. Du coup, ces huiles, qu'est-ce qu'on fait? On les importe de pays qui eux les exportent, et ça ralentit la décarbonation de cette huile-là, sans parler d'éventuels problèmes de fraude. Bon. Et l'autre façon dont les carburants durables pour l'aviation, ce sont les fameux carburants de synthèse. On fabrique un carburant à partir d'hydrogène et à partir de capture de CO2, et donc on est arrivé au problème précédent. Donc il y a vraiment
le sujet de la décarbonation de l'aviation, c'est un sujet avant tout énergétique et c'est un sujet de disponibilité de l'énergie. Peut-être je m'arrête là et puis on change de locuteur. Alors, sur quel élément je vais réagir? Non. Le rôle de l'État. Le rôle de l'État, le rôle de l'État, déjà, il faudrait savoir si ce genre de scénario lui plaît. Par exemple, tripler le volume de trafic ferroviaire et les conséquences derrière en termes d'argent à mettre sur l'infrastructure. Bon, on sait qu'il y a quand même des difficultés récurrentes là-dessus. Voilà, donc déjà poser ça et puis voir comment la cible est reçue. Et puis si la cible était jugée intéressante, enfin, je note bien ce qu'a dit Grégoire aussi, qu'il serait intéressant d'introduire dans notre calcul le coût de construction des infrastructures, le coût des flottes, etc. Enfin, c'est assez complet comme exercice à faire, hein, si on veut avoir un budget carbone de l'ensemble du scénario. Donc voir si on a envie d'y aller et comment on le fait, sachant qu'on est dans un secteur où il y a à la fois ce qu'on appelle de l'open access et du conventionné, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui regardent les règles du jeu et qui disent j'y vais pas, je crée une entreprise de transport ferroviaire, j'achète des trains, je commande des sillons et je fais. Ou bien il y en a qui sont conventionnés, c'est-à-dire une autorité organisatrice qui définit un schéma de transport et qui passe des appels d'offres pour confier ça à des opérateurs. Donc il y a un sujet là-dessus aussi qui est, si on a envie de le faire, comment on le fait. Dans tous les cas, il est sans doute assez souhaitable aussi de baisser les péages d'infrastructure pour les opérateurs. Voilà, pour le rôle de l'État. Juste peut-être parce que j'avais pas eu beaucoup l'occasion d'insister là-dessus tout à l'heure, dans les entretiens qu'on a eu avec les acteurs, parce qu'on a eu pas mal d'entretiens tout ce printemps, beaucoup de personnes du tourisme en fait, on sent bien que les gens sont prêts à bouger, que ça peut aller assez vite. Voilà, il y a tout ce qui est intermodalité qui est très important, c'est-à-dire qu'on sent bien que le transport de longue distance, il dépend aussi beaucoup des solutions de transport qu'on trouve à destination, en particulier s'il s'agit de venir en train sur son lieu de vacances, il faut pouvoir trouver à se déplacer sur place. Mais on sent que les acteurs, on a eu par exemple l'Office régional de tourisme d'Occitanie qui se bouge pas mal, hein, ils ont beaucoup d'initiatives pour à la fois inciter les gens à venir faire du tourisme local et donc venir découvrir des lieux qui ne sont pas très loin de chez eux et puis venir en train. Tout ça pourrait bouger assez vite et à mon avis ça va être plus compliqué de faire bouger le ferroviaire lourd qui est sur un temps un peu différent puisque il faut se lancer, acheter des trains, s'il faut en plus construire des infrastructures, alors là, c'est des dizaines d'années là. Donc, à mon avis, le risque principal, c'est que le trafic nous pète à la figure et qu'on n'ait pas assez de trains pour accueillir tout le monde et acheminer tout le monde. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer aux questions avec la salle. Il y en a pas mal. J'en repère. Alors, pas que des garçons, j'en ai déjà allumé une table avant et 100% bien. Bon, alors, dans l'ordre. Voilà. Monsieur au fond, monsieur au milieu, madame au troisième rang et monsieur au troisième rang. Et après, monsieur à l'avant-dernier rang. Non, et madame après. Je vois à peu près ce que je vais faire. Monsieur au. J'ai une question parce que moi je viens de la région toulousaine, très sensible à ces enjeux aéronautiques. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des enjeux aéronautiques, on est tous volés. Et on aimerait bien continuer à voler, mais c'est soit on fait de la sobriété, soit on trouve une autre énergie.
j'ai l'impression qu'à chaque fois, les acteurs de l'aéronautique repoussent le problème vers l'énergie. Je voulais savoir si des acteurs comme Airbus ou Skyro s'engageaient dans l'hydrogène, dans la recherche en hydrogène, parce que ça paraît être la seule solution à terme qui peut fonctionner. Et à chaque fois, on se renvoie la balle et c'est un peu désespérant. C'est une bonne question. Disons, nous, c'est ce qu'on appelle la délocalisation d'une stratégie de décarbonation qui va reposer évidemment sur la filière énergétique, mais les graphes qu'on avait tout à l'heure montrent bien que de toute façon l'avion restera un mode de transport qui est extrêmement intense en énergie, donc la disponibilité de l'énergie sera clé. Il y a des progrès sur des architectures, donc dans les trois prototypes qui sont en lice chez Airbus sur le projet ZEROe. Il y a une aile volante avec une architecture complètement nouvelle, donc il y a une marge de manœuvre potentiellement sur des aspects d'efficacité énergétique. N'empêche que un avion, c'est un appareil qui a besoin de se sustenter, qui a besoin de voler à une certaine vitesse pour pouvoir se sustenter par opposition à d'autres modes comme les aérostars par exemple, comme les dirigeables, et donc ça restera toujours quelque chose qui sera très consommateur d'énergie. Est-ce que Airbus ou des sous-traitants travaillent sur la filière énergétique en tant que telle? À ma connaissance, non. Et je pense que ce serait une très bonne idée de commencer à diversifier les activités industrielles pour des raisons de résilience. Et c'est un des vecteurs possibles dont les débouchés ne seraient pas forcément que strictement aéronautiques, parce que les hydrogènes, on va en avoir besoin partout. Voilà. Donc j'espère avoir répondu avec le peu d'éléments dont je dispose sur la stratégie d'Airbus. Merci. Madame, puis monsieur, alterner les genres. Oui, bonjour. Je ne suis pas du tout dans ces secteurs-là. Juste, je me pose la question sur la mobilité longue distance. Pourquoi ne pense-t-on que voiture individuelle? Enfin, on ne pense pas que, puisque vous avez proposé autre chose. Et donc, je ne vais pas parler de train ni d'avion, je vais parler de bus électriques, je vais parler de cyclobus électriques, je vais parler de ralentissement, tout bêtement, de la mobilité. Parce que là, on parle comme s'il fallait en 2050 et après continuer à aller aussi vite. Mais peut-être aussi qu'on peut réfléchir à aller moins vite. On n'est pas obligé de faire un Paris-Marseille en 4 heures, en 5 heures. On peut le faire un peu plus longtemps. Et pas juste avec les trains de nuit. Donc c'est pour ça que je pose la question des bus électriques, de la transformation départementale en véloroute, de ce type de choses. Voilà, ce sont des questions que je me pose. Je vais bien commencer à répondre. Je vais m'attarder sur la question du temps. Parce que tout à l'heure, je mentionnais parmi les thématiques importantes, il y avait cette notion du budget temps, entre autres, chez les individus. Et que là, on parle vraiment d'un changement sociétal, d'un changement de comportement de la société. Quand on dit en gros de transformer, en gros, ça amènerait à transformer ce budget temps, entre guillemets, qu'on aurait, en se disant que finalement, on peut s'accorder à avoir plus de temps dans les transports pour arriver d'un point A à un point B. C'est effectivement une thématique très importante si on veut regarder les solutions différemment, en disant finalement, derrière, c'est peut-être que ça nous contraint moins, par exemple sur les autonomies des véhicules électriques, si on va demander, on peut repenser à certains, finalement, la pénétration de certaines technologies. Donc, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Néanmoins, la grosse difficulté dans ce genre d'hypothèse, de réflexion, c'est que ça nécessite tout un chacun comment on arrive effectivement on parlait du rôle de l'État ou du rôle de l'information, comment on arrive à encourager les citoyens d'éviter de prendre finalement le TGV, et puis plutôt de se poser la question de comment ils pourraient prendre plus de temps pour voyager. Donc, on repose la question du tourisme aussi finalement, on va vite. En fait, toutes ces questions du temps, c'est un grand sujet de société, je pense effectivement, qui nécessite aujourd'hui, qui commence à être abordé. Il y a plusieurs groupes, je crois que si je ne me trompe pas, ceux qu'on parle beaucoup, tu me corrigeras Béatrice, j'ai oublié ça manque, mais c'est un des think tanks de la SNCF, le Forum des mobilités, entre autres, qui questionne, en tout cas qui a produit des analyses par exemple sur ces questions. Et après, vis-à-vis juste pour répondre à bus, cyclo ou autre,
Là, on parle de mobilité longue distance, effectivement, on parle de plus de 80 km. Et effectivement, il faut réussir à trouver, alors si je prends plutôt le vélo, ou en tout cas le genre de déplacement, il faut trouver l'équilibre. Et c'est là que je le disais, avec la contrainte à la fois de temps et pourquoi les gens se déplacent. C'est que si pour le déplacement, finalement, et comment, à la fois avec cette contrainte de temps, avec la vitesse des différents modes, on arrive à ce que ça réponde aux besoins des gens. Et je pense que la vraie question, pour ça tout à l'heure je parlais beaucoup de mobilité, je pense qu'arriver à questionner nos besoins, et finalement, et là c'est un peu ce que vous dites aussi, est-ce qu'on a besoin d'arriver en 2 heures à tel endroit, est-ce qu'on ne peut pas prendre 4 heures? Re-questionner ça, ça peut ouvrir des portes effectivement intéressantes pour faire pénétrer des modes plus lents. Sur le bus électrique, et je m'arrête brièvement, il y a tout un enjeu d'infrastructure également qui se pose de la même manière que ça se pose pour le véhicule électrique, de se dire finalement si on imagine des bus longue distance, puisqu'on parle de longue distance, des bus longue distance entre Paris et Lyon, comme aujourd'hui il y en a qui fonctionnent avec des carburants liquides carbonés. Ça nécessite un système d'infrastructure aussi adéquat à développer et c'est une question qui se pose. Je ne sais pas si vous l'avez regardé dans votre scénario, mais c'est moins lourd que l'infrastructure ferroviaire. Un petit peu, oui. Enfin, dans notre scénario, effectivement, le bus, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est là, il passe à l'électrique au sens où, dans le secteur du fret, il y a une réflexion sur l'électrification par caténaire d'un certain nombre d'autoroutes. Et donc, on imagine des bus qui roulent en rechargeant la batterie quand ils sont tout caténaires sur autoroute et qui sont électriques. Donc, les émissions du petit graphique que je vous ai présenté, ça correspond à ce scénario-là où les bus sont électriques. Ouais. Moi, je vais juste ajouter que dans la partie aérienne, il y a des réflexions sur comment faire voler les avions moins vite, qui permettrait aussi de gagner en énergie. Et il y a tout un champ d'investigation qui renaît avec une sorte de renaissance des dirigeables. Les dirigeables sont très efficaces énergétiquement. Ceux qui vont plus vite vont aux alentours de 150 km/h, donc il y a un ralentissement. Après, il y a une autre façon de voir le problème, c'est de se dire si j'ai une semaine de vacances et que je dois accorder un certain temps à mon trajet pour partir en vacances, du coup, qu'est-ce que j'ai comme offre de transport qui me permet de le faire? Et si par exemple je prends une famille de 4 personnes qui fait un Paris-Ibiza en avion, c'est 1 tonne de CO2 pour un voyage porte-à-porte qui va peut-être faire 5 heures. Si je passe ne serait-ce que ces 5 heures dans une voiture thermique pour aller en Normandie ou en Bretagne par exemple, et ben j'ai divisé mon carbone par 10. Donc il y a peut-être aussi une façon de stimuler la demande. On se demandait comment faire le développement modal. Par exemple, si j'achète un billet, on pourrait obliger par exemple des opérateurs de tourisme ou de vente de billets à dire que vous avez une alternative en même temps avec une empreinte carbone bien moindre pour une destination que vous n'imaginez peut-être pas, mais qui est tout aussi alléchante. J'ai le pouvoir d'être à la fois juste et injuste, et j'espère être juste. Alors c'est moi ou c'est pas moi? Oui, c'est vous. En fait, je pense non, ça va faire 4 questions. Madame au fond, monsieur au fond et monsieur là. Et si on y arrive, on a une douzaine de minutes. Allez-y. Juste n'hésitez pas à poser des questions très courtes et très synthétiques pour qu'on termine bien à l'heure pour ceux qui ont un atelier juste après. Alors j'essaie de faire vite. Je poursuis la question de madame sur l'aspect plutôt des usages et de l'impact des infrastructures énergétiques globales des scénarios que vous présentez. Vous parlez beaucoup d'électrification et d'hydrogène, donc tout ça continue à nécessiter une production massive d'énergie avec des gros impacts en termes d'éoliennes, de panneaux solaires, potentiellement de centrales nucléaires, tout un tas d'énergie non carbonée. Jusqu'où on peut aller en termes de production énergétique non carbonée par rapport à d'abord l'acceptabilité du nucléaire, l'occupation des sols par les panneaux solaires, l'éolien, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées déjà? Ça, c'est le sujet du secteur de l'énergie, du PTEF. Et c'est pour ça que je disais qu'en même temps que suivre en permanence notre impact, nos émissions de gaz à effet de serre, on regarde la quantité d'énergie consommée parce qu'on est bien conscient qu'il y a des inconvénients à produire de l'énergie, y compris et surtout l'énergie électrique. C'est pas si simple que ça, donc c'est traité comme ça pour l'instant. Mais au niveau
PTEF, il y a un secteur énergie qui n'est pas encore revenu vers nous, comme on dit, avec un bouclage de tout ça, pour nous dire, somme de tous les secteurs, combien consommons-nous en 2050, et qu'est-ce que ça suppose comme système de production derrière, est-ce que c'est complètement délirant, est-ce que c'est accessible, voilà. Et si on nous dit, vous tous ensemble, secteur, vous avez trop consommé, il faudra qu'on reprenne notre copie, qu'on regarde comment on peut envisager plus de sobriété ou d'autres ruptures technologiques qu'on n'aurait pas envisagées jusqu'à présent et qu'on serait capable d'exprimer. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne le raisonnement sur le PTEF. Je vais juste ajouter un mot, si vous regardez le dernier scénario de l'AIE, il y a une section changement de comportement, ce qui n'existait pas avant. Et notamment, il n'y a pas assez d'énergie pour arriver à la neutralité en 2050, selon l'AIE. Ça va demander des changements de type la vitesse sur l'autoroute est limitée à 100 km/h partout dans le monde, et par exemple, les vols long courriers n'excéderont pas le niveau de trafic de 2019. Ça, c'est assez fort. C'est la première fois que ça arrive dans ce scénario. La conférence précédente à laquelle j'étais, je ne sais pas si on fait référence à la même étude de l'AIE, mais c'est un camembert avec quasiment 50%, ça va être des technologies qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché, c'est quasiment 50% des technologies à venir, et un petit 6% sur les changements de comportement. Mais je ne sais pas si on parle du même. Mais c'était l'AIE. Ce qui est significatif, c'est qu'il apparaît. Il apparaît. C'est une évolution. La jeune fille, Madame Autain. Juste sur la présentation, vous parlez de l'année de référence 2020. Est-ce que vous pouvez reclarifier ça parce que ça m'a surpris? Vous avez entendu? Sur l'année de référence, Sur la présentation, il y a des graphiques avec comme année de référence 2020. Est-ce que vous pourrez clarifier ça parce que j'avoue que ça m'a assez surpris. de fait, les données, c'est 2019. De fait, c'est 2019, hein, mais on a considéré que 2020, bon, c'est rond, et pour raisonner sur 30 ans, ça pouvait être considéré comme assez bienvenu. Par hypothèse, il est égal à 2019, mais c'est pas le vrai 2020, évidemment. Hein. Mais c'est juste le point à partir duquel on calcule si on baisse bien de 80% nos émissions en 30 ans. Donc voilà. De 2020 à 2050, mais 2020 égale 2019. Ouais. Bonjour, moi j'ai des questions sur le développement de l'offre ferroviaire. Est-ce que vous avez étudié territoire par territoire quelles sont les liaisons qu'il faudrait développer pour avoir un maillage cohérent? Et suite à ça, est-ce que vous avez prévu dans le plan d'installer des nouvelles infrastructures, des nouvelles lignes ferroviaires, et par exemple grande vitesse? Et si oui, est-ce que l'empreinte carbone de ces constructions est comprise en rapport? Désolé, c'est 3 questions. Non, c'est bon. Je commence par la fin. Donc, non, c'est pas compris dans nos calculs. Bon, après, on doit pouvoir faire un calcul. Si je ne m'abuse, on doit être à 6000 tonnes d'équivalent CO2 par kilomètre de ligne nouvelle construite. À regarder, on peut faire un calcul de point de table là-dessus. Pour aller vers le début de la question, le positionnement géographique des lignes sur le territoire, non. On a échangé, donc tout à l'heure je vous ai cité, oui, au train de nuit, on a aussi pris connaissance d'autres rapports. Il y a le rapport aussi de l'État sur l'avenir des intercités qui a une approche géographique. Donc en termes de nombre de trains, on retombe assez bien avec ce type de rapport, donc on pourrait considérer aussi qu'on est d'accord avec eux aussi sur le positionnement géographique des trains en question. Mais on n'a pas fait de travail original approfondi là-dessus, en tout cas pas pour le moment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au milieu de la question? Sur les lignes à construire. Alors les lignes à construire, et surtout dans ce scénario où il y a quand même encore pas mal de grandes vitesses, même si on développe le train classique, il faut... on avait pris comme hypothèse l'année dernière, parce qu'on avait fait le premier calcul financier, de réaliser le scénario COI, hein, donc les scénarios préconisés officiellement
Donc réalisation des lignes, vous connaissez dans l'ensemble, et on en a parlé récemment, hein, les Bordeaux-Toulouse, la ligne nouvelle en PACA, et un certain nombre de lignes. Donc tout ce schéma-là, plus à mon avis, on n'y coupera pas, il faut doubler à l'une, c'est-à-dire que la ligne Paris-Lyon qui voit actuellement passer 40% du trafic TGV, donc il y a 40% du trafic qui passe sur 2 voies qui ont 40 ans, qui vont être modernisées donc avec une signalisation RTMS qui permet de mettre plus de trains. Donc on devrait passer de 16 trains par heure à 16, de 13 à 16, de 13 actuellement à 16, voire 17 avec le train autonome, hein, le projet de train automatique, train autonome, plus que d'économiser le prix d'un conducteur qui est vraiment un peanuts pour un TGV, c'est pas le sujet. La première priorité et ce qu'on cherche à traiter avec ce projet-là, c'est de pouvoir rapprocher le train, améliorer donc éventuellement un 17e sillon semble-t-il possible. Au-delà, ça ne reste plus, il faut doubler. En plus, doubler, ça permet d'accroître la résilience du système. Donc il y a un projet qui est actuellement à l'arrêt et le rapport Duron a écrit, il faudra un jour ou l'autre se poser la question, mais pour le moment il est à l'arrêt, ce qu'on appelle le projet POCL, qui consiste à créer 2 voies qui font pas plus de kilomètres que la ligne actuelle entre Paris et Lyon. La ligne actuelle elle est un peu incurvée vers l'est, vers Dijon, et la ligne qu'on pourrait construire elle sera incurvée vers l'ouest, permet de connecter Limoges et Clermont-Ferrand à la grande vitesse. Permet de revitaliser la gare d'Austerlitz qui actuellement est très peu utilisée. Et en termes de résilience, on a bien vu avec les soucis qu'il y a eu à Montparnasse l'été dernier, mais le précédent, que c'est très précieux de pouvoir partir aussi d'Austerlitz. Donc c'est un projet qui a pas mal de vertus, et bon, si on pouvait le ressortir, sachant que vu le nombre d'années qu'il faut entre le moment où on dit on va faire et le moment où les trains roulent, c'est à mon avis urgent, il ne faut pas perdre trop de temps là-dessus, parce que si on veut acheminer tout ce trafic, ça ne passera pas sur le réseau actuel. Mais on peut compléter la réflexion sur tout ça. Il faut qu'on ait des échanges avec SNCF Réseau, certainement, avec d'autres aussi besoin sur ces sujets. Pour le moment, on n'a pas, dans le projet de rapport intermédiaire, quand vous le verrez, parce que j'espère qu'il sera quand même bientôt disponible sur le site du Shift, on n'est pas rentré dans ces sujets d'infrastructure ferroviaire. Juste compléter par rapport à ta question, je pense que la focale que tu mets sur les territoires, et entre autres, quand on parle, je vais refaire le lien avec la question de départ sur le rôle de l'État, le rôle de l'aménagement du territoire, et quand on parle du train, ces 3 sujets-là, d'arriver à avoir, je pense tout à l'heure, on insistait sur les usages, d'arriver à mieux comprendre qui, pour quel motif, quel type de ménage, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de quel type de ménage, avec quels moyens, quels revenus, quelle organisation familiale, ils utilisent des modes différents, ainsi de suite. Toute cette analyse est également territoriale, d'arriver à comprendre au final qu'est-ce qui se passe dans les différentes régions qui sont organisées différemment. Quels sont le rôle, je veux dire, des pouvoirs locaux et également de l'État là-dedans. Typiquement sur la question effectivement du développement du ferroviaire, à mon avis, est centrale. Et effectivement, il y a besoin, je pense, d'approfondir, d'aller vers ce type de logique, de regarder, et souvent tu me corrigeras peut-être Béatrice, mais dans les analyses même de réseaux ferroviaires, très souvent, effectivement, il y a une approche bottom-up, où ça part vraiment du territoire, où il y a une organisation, je crois, des SNCF Réseau, qui est très territoriale aussi, me semble-t-il, parce qu'effectivement, il faut réussir à capter, comprendre les besoins, parce qu'une infrastructure ferroviaire, c'est pas très flexible, donc il ne faut pas se bourrer quand on la met, à quel endroit et où. Donc c'est des vraies questions, moi c'est des questions, je pense, qui sont essentielles, et d'arriver à avoir la focale pour bien comprendre les usages à qui ça s'adresse, surtout dans un scénario où on a un triplement. Dans ce scénario-là, on parle de triplement. Donc moi j'ai envie de me dire, mais donc ça veut dire à quel moment, qui, dans quelle zone, effectivement, on arrive à comprendre concrètement. Moi je viens du Maine-et-Loire, j'aimerais bien comprendre, moi dans le Maine-et-Loire, concrètement à quel endroit je peux accéder à la gare la plus proche. Et puis ça veut dire pour réaliser de la longue distance, donc le week-end, comment tout ça se passe. Je pense qu'on a besoin d'avancer sur les récits
et aussi pour un objectif très concret, de permettre aux gens de faire ce report modal. Parce qu'on est quand même en train de parler d'un changement de comportement. Donc pour que nous tous, on soit, et là c'est plutôt une réflexion collective, qu'on soit en capacité de comprendre finalement c'est quoi les changements de comportement qui sont implicites dans le scénario quand on parle de triplement du ferroviaire, c'est vrai que c'est important de pouvoir expliciter ce type de transformation. Alors, je jette pas la pierre, parce que nous, on fait des scénarios également, et c'est très compliqué d'arriver à ce niveau de détail et autres, mais en tout cas, juste pour souligner que la question est bonne, et je pense qu'on doit tous essayer d'aller vers ce genre d'analyse territoriale pour mieux soutenir ce type de scénario et ce type d'approche et comprendre comment c'est réalisable. Merci beaucoup. Une dernière question de monsieur, le temps sera écoulé. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment pour ça que je suis ici, c'est comment on peut avoir des chiffres et on peut avoir une réflexion un peu objective. En revanche, donc, pour être honnête, la slide de la projection des consommations en 2050, elle est vraiment très éclairante. Et justement, je me pose la question, pourquoi ce choix, c'est un peu comment dire, provocateur, mais pourquoi ce choix du report modal sur le train si la voiture est électrique et n'émet pas de CO2 et surtout bénéficie d'une infrastructure beaucoup plus souple. On voit la question sur les territoires, moins subventionnée. Le train, c'est pas oublié, c'est 20 à 80% de subvention aujourd'hui. Donc, on prend des investissements à venir. Donc voilà pourquoi ce parti pris. Bon, alors là, je suis pas trop bien parce que j'ai pas le chiffre en tête, mais on a justement essayé de développer en parallèle un calcul sur ce qu'on appelle le scénario techno-optimiste, qui consiste à miser exclusivement sur les évolutions techniques et donc l'électrification de la voiture. Donc on n'a pas de report modal dedans. Il faudrait que je regarde mes dents si sèches, mais effectivement le sujet c'est le delta en consommation d'énergie électrique, parce que c'est pas complètement neutre quand même, et que le train, enfin voiture électrique contre train électrique, le train électrique, surtout quand il est très bien rempli évidemment, c'est beaucoup moins consommateur. Mais on voit bien qu'il faut mettre en face tous les coûts aussi, et en particulier s'il faut développer de nouvelles infrastructures, c'est pas gratuit. Mais il faut qu'on regarde les flottes automobiles, combien on en met dans un cas, combien on en met dans l'autre, flotte de train, etc., infrastructure, pour essayer de bien avoir tous les paramètres posés sur la table. Je n'ai pas participé au développement du scénario, je ne saurais pas répondre à la question, mais juste un point d'éclairage que je trouve pertinent et qui est compliqué à faire dans ce type d'approche, c'est effectivement l'analyse à la fois des ressources. Donc d'abord la perspective de consommation d'énergie, ressources, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, je fais l'hypothèse, je ne sais pas, mais d'arriver à questionner effectivement l'usage des ressources, si on doit transformer donc, tout le parc aussi finalement pour cette longue distance, ça va vouloir dire potentiellement, on ne sait pas comment le système de recharge va être organisé, mais on est en train de parler de ces véhicules électriques. Donc, si on regarde combinant l'ensemble des ressources peut-être nécessaires pour ces véhicules électriques versus les trains qui vont être construits, toutes ces années, je ne sais pas si elles ont été faites. Je pense qu'il y a un ensemble de paramètres à essayer de regarder. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est avec au moins cette approche, je ne sais pas si c'est multiplié par 3. Je ne sais pas qui sera capable de me dire la place également exactement du ferroviaire en 2050. Mais ce que je trouve intéressant dans la formulation, c'est de sortir à l'inverse des autres scénarios qui vont dire en fait, le véhicule électrique, si on mise tout là-dessus, c'est bon. Et moi, j'ai envie de poser la question, et si on se plante? Et si on se loupe? Et si finalement, l'avancée technologique qu'on espère dans les 20-30 prochaines années, parce qu'il y a quand même des hypothèses assez importantes là-dessus, et si on n'y arrivait pas? Bon, moi, je ne sais pas si c'est un triplement pour moi, mais je trouve intéressant de ne pas forcément tout miser. Et je pense que c'est ça le risque. Il y a beaucoup de scénarios où des fois on va avoir le véhicule électrique et effectivement cette question légitime qui se pose. Finalement, si on a un véhicule électrique qui est disponible, pourquoi s'embêter sur d'autres modes? Moi, je pense qu'il y a cette question de risque. Aujourd'hui, on mise sur des technologies. On a encore des incertitudes, mine de rien. Et
voilà, je ne sais pas non plus si ce sera un triplement, peut-être que c'est très optimiste. Par contre, effectivement, c'est bien quand même d'essayer de renforcer, de se dire qu'il y a une place qu'il faut essayer de développer pour le ferroviaire. En tout cas, moi, c'est mon interprétation de ce scénario. Mais voilà, je serai complément. Voilà. Petit sujet de métaux-critique aussi, peut-être. On va élaborer là-dessus maintenant. Non, mais voilà, c'est la fin. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Et puis, en tout cas, moi, je ne remercierai jamais assez le Shift aussi pour tout le travail qui est là-dessus, qui a mobilisé des partenaires du monde économique, institutionnel, à découper les sujets comme ça minutieusement, à analyser toute cette complexité. Donc, merci beaucoup pour tout ça et ça donne beaucoup de clarté, de crédibilité au combat pour le climat. Donc, merci à cette organisation.